La plupart d'entre nous nouons mal nos lacets. Il y a deux façons de faire un nœud pour vos lacets. Pour l'une, vous faites le tour de la boucle dans le sens anti-horaire, et pour l'autre, vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces deux méthodes semblent presque identiques, mais l'un de ces nœuds est bien meilleur que l'autre. Il ne se dessert ni se dénoue aussi aisément. Pour comprendre, il faut se plonger dans la théorie des nœuds. C'est toute une branche des mathématiques qui vise à identifier, catégoriser et comprendre tous les nœuds possibles qui pourraient exister. Jusqu'à présent, nous avons découvert les 352 152 252 premiers nœuds. Chacun a ses propres propriétés et caractéristiques particulières. Je trouve fascinant qu'il existe quelque chose comme un tableau périodique pour les nœuds. Mais ce n'est pas des maths pures. La théorie des nœuds s'avère très utile. Elle est au cœur de la structure des protéines et de l'acide désoxyribonucléique. Elle conduit à de nouveaux matériaux qui pourraient être plus résistants que le Kevlar. Elle est même utilisée pour développer des médicaments qui sauvent des millions de vies. Tout cela simplement en essayant de comprendre le nœud basique. Alors qu'est-ce qu'un nœud ? Eh bien, dans notre vie quotidienne, nous voyons des nœuds comme celui-ci ou celui-là, mais si vous essayez d'étudier rigoureusement les nœuds, vous voulez pouvoir les défaire pour vraiment voir ce qui se passe. Le problème est que des nœuds comme celui-ci ne sont maintenus ensemble que par la tension et la friction. Donc si vous tirez trop fort dessus, ils se défont. Alors, pour capturer le nœud sur la corde, les mathématiciens ont eu l'idée de relier les deux extrémités. Et maintenant, vous pouvez défaire le nœud pour l'étudier, mais il ne changera jamais fondamentalement. En théorie des nœuds, tous les nœuds existent sur des boucles fermées. Cela signifie que le nœud le plus simple que vous pouvez avoir est juste un cercle comme celui-ci. Maintenant, il faut admettre que ce n'est pas vraiment un nœud, c'est pourquoi on l'appelle un nœud trivial. Voici un autre nœud. Encore une fois, il est fait d'un seul morceau de corde qui forme une boucle fermée. En voici un autre. Deux nœuds ne sont différents que si vous ne pouvez pas transformer l'un en l'autre sans briser la boucle. C'est le nœud le plus simple après le nœud trivial. Il est appelé le trèfle. Et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun moyen pour moi de transformer cela en cercle, à moins que je ne le casse réellement, enlève le nœud, puis le referme. Maintenant, j'ai deux nœuds triviaux. Il est étonnamment difficile de distinguer deux nœuds à l'œil nu. Voici un nœud mystère simple. Est-ce un nœud non noué, un trèfle, ou ni l'un ni l'autre? Je vous laisse un instant pour le découvrir. C'est en fait un trèfle que vous pouvez voir si je dénoue simplement ceci et réarrange un peu le nœud. Et notre premier nœud compliqué, c'est en fait juste le nœud non noué. Je vais essayer de le démêler pour que vous puissiez voir ça. Voilà, c'était juste une seule boucle. En fait, ce sont tous des nœuds non noués, et c'est là que le problème commence. Vous ne pouvez pas simplement emmêler aléatoirement une corde et connecter les extrémités pour faire un nouveau nœud mathématique. Vous devez prouver que ce n'est pas juste une version emmêlée d'un autre nœud. Alors, comment distinguez-vous deux nœuds? Cette seule question, aussi appelée problème d'équivalence de nœuds, est si notoirement difficile qu'elle a propulsé tout le domaine de la théorie des nœuds pendant plus de 150 ans. Alan Turing a même écrit dans sa dernière publication « Aucune méthode systématique n'est encore connue par laquelle on peut dire si deux nœuds sont les mêmes ». Un problème de décision qui pourrait bien être insoluble est celui concernant les nœuds. Les résultats de cet article établissent des limites à ce qui peut être atteint par le seul raisonnement. Auparavant, le problème de nœud le plus célèbre de l'histoire était le nœud gordien. On disait que quiconque dénouait cette énorme corde nouée était destiné à régner sur toute l'Asie. Selon la légende, Alexandre le Grand est arrivé et a tranché le nœud gordien d'un seul coup. Ce ne serait pas une solution valide en théorie des nœuds. Et il y a d'autres nœuds célèbres historiquement. Le nœud sans fin est visible depuis les tablettes d'argile de la vallée de l'Indus et il a été utilisé dans les dessins celtiques médiévaux, le travail de nœuds chinois et l'hindouisme et le bouddhisme.
Dans la civilisation Inca, des nœuds étaient noués sur des cordes appelées quipu pour suivre tout, des taxes au calendrier. Vous pouvez même trouver un nœud dans les armoiries de la maison Borromeo, une noble famille italienne qui existe depuis les années 1300. Les anneaux borroméens sont techniquement un lien, qui n'est qu'un nœud avec plusieurs boucles de cordes. Le lien le plus basique est le non-lien, deux boucles qui ne sont pas réellement connectées, un peu comme le nœud non noué. Après cela vient le hopflink, puis plus tard les anneaux borroméens et plus encore. Mais le problème de l'équivalence des nœuds n'a été rencontré que des siècles plus tard. En janvier 1867, le physicien écossais Peter Guthrie Tait a montré sa machine à fumer faite maison au célèbre scientifique William Thomson, plus tard Lord Kelvin. Tait avait lu un article qui disait qu'un anneau de vortex devrait être éternellement stable dans un fluide idéal. Si intrigué, il a installé 2 boîtes en bois contenant une sorte de mélange toxique d'ammoniac, d'acide sulfurique et de sel. Lorsqu'il a tapoté une serviette tendue à l'arrière de chaque boîte, la fumée chimique a jailli d'une découpe circulaire en anneaux parfaits. Kelvin était fasciné par les anneaux en les regardant. Il avait été en train de réfléchir à la composition des atomes, une question fondamentale de l'époque, et soudainement il a vu une réponse. Il a déclaré que les atomes devaient être constitués d'anneaux de vortex d'éther, un milieu invisible omniprésent. Différents nœuds d'anneaux de vortex constitueraient différents éléments. La forme de l'entrelacs de Hopf expliquait les doubles lignes spectrales du sodium. L'anneau simple sans nœud était de l'hydrogène. Tait était sceptique, mais alors que le modèle de vortex de l'atome de Kelvin devenait une théorie dominante, Tait a commencé à étudier sérieusement les nœuds, créant dans son esprit un tableau périodique des éléments avec chaque nouveau nœud qu'il trouvait. Le nombre de croisements permet de catégoriser facilement les nœuds. Il suffit de prendre la forme la plus simple d'un nœud, sans torsion ni enchevêtrement supplémentaire, et de compter tous ces croisements. À la main, Tait a découvert un nœud à 3 croisements, le trèfle, puis un nœud à 4 croisements, le 8, puis 2 nœuds à 5 croisements, 3 nœuds à 6 croisements et 7 nœuds à 7 croisements. Petite observation, les nœuds sont additifs. Vous pouvez coller plusieurs nœuds ensemble pour faire un nouveau nœud, comme combiner ces 2 trèfles en un nœud à 6 croisements. Ceci est un nœud composite. Mais certains nœuds ne sont pas décomposables en nœuds plus simples. On les appelle les nœuds primaires. Les nœuds composites étant construits à partir de nœuds primaires, les gens se concentrent principalement sur la tabulation de ces derniers. Malheureusement pour Tait, des signes alarmants se profilaient pour la théorie du vortex de l'atome de Lord Kelvin. Le premier tableau périodique de Mendeleïev avait été publié en 1869. L'expérience de Michelson-Morley a semé des doutes sur l'éther en 1887. Et le résultat le plus accablant était la découverte de l'électron de J.J. Thomson en 1897. Il y avait donc des particules plus petites que l'atome qui était à l'intérieur des atomes, mais Tait était déjà trop impliqué avec les nœuds pour s'arrêter. Il avait même impliqué son rival académique et proche ami James Clerk Maxwell, célèbre pour les équations de Maxwell. Grâce à l'influence de Tait, Maxwell est devenu un passionné de nœuds à vie. Son dernier poème, écrit peu de temps avant sa mort d'un cancer de l'estomac, commence même ainsi. « Mon âme est un nœud amphichiral forgé sur un vortex liquide. » Aidé en partie par des centaines de lettres avec Maxwell, Tait a publié sa liste de nœuds jusqu'à 7 croisements en 1877, le premier article de mathématiques avec le mot « nœud » dans son titre. Puis Tait a interrompu sa recherche durant 7 ans. Dans un discours, il a affirmé que le travail nécessaire augmente très rapidement avec le nombre de croisements. Quelqu'un ayant le loisir requis devrait essayer d'étendre cette liste, si possible jusqu'à 11. 2 mathématiciens ont répondu à son appel à l'aide, Thomas Kirkman et Charles Little. Ensemble, ils ont réussi à trouver tous les 20 nœuds à 8 croisements, tous les 49 nœuds à 9 croisements et tous les 166 nœuds à 10 croisements d'ici 1899, juste 2 ans avant la mort de Tait. Tout cela a été fait minutieusement à la main. Tait admet dans sa revue « Je ne peux pas être absolument certain que tous ces groupes sont essentiellement différents les uns des autres. »
Dans le processus de tabulation des nœuds, il avait découvert le problème central de comment éventuellement les distinguer. Tay, Kirkman et Little avaient fait un travail presque parfait avec leur table de nœuds de manière quasi miraculeuse. Leur liste a tenu pendant 75 ans sans changement, jusqu'à une seule correction en 1973. Mais nous en parlerons plus tard. Des décennies après la mort de Taet, le problème de l'équivalence des nœuds a peu progressé. Mais en 1927, le mathématicien allemand Kurt Reidemeister a prouvé un théorème radical. Vous n'avez besoin que de 3 types de mouvements pour transformer 2 nœuds identiques l'un en l'autre. La torsion, la poussée et le glissement, où vous déplacez une corde d'un côté d'un croisement à l'autre. Nous pouvons désormais prouver que certains nœuds sont identiques. Si vous pouvez montrer qu'ils sont connectés par des mouvements de Reidemeister, vous avez prouvé qu'ils doivent être identiques. Mais nous ne savons toujours pas comment prouver que des nœuds sont différents les uns des autres, car vous pourriez faire des mouvements de Reidemeister sur un nœud pendant des siècles sans qu'ils ne ressemblent jamais à l'autre nœud. Et peut-être qu'ils sont en réalité différents, mais peut-être qu'ils sont les mêmes et que vous n'avez jamais fait le bon mouvement pour montrer que c'est vrai. C'est peut-être de là que Turing venait quand il a qualifié le problème de non-équivalence potentiellement indécidable. Mais en 1961, le mathématicien Wolfgang Haken a créé un algorithme informatique qui a résolu définitivement le problème de non-équivalence pour le cas spécifique de la distinction de tout nœud du nœud non noué. Cela dit, son document faisait plus de 130 pages de long et l'algorithme aurait pris plus de temps que l'âge de l'univers pour s'exécuter pour de grands nœuds. En 2001, en se basant sur les travaux de Haken, les mathématiciens ont découvert une méthode pour différencier tout nœud du nœud trivial en établissant une limite maximale au nombre de mouvements de Reidemeister requis pour les joindre. Si vous vérifiez toutes les séquences de mouvements de Reidemeister jusqu'à ce nombre, vous pouvez prouver si le nœud est le nœud non noué ou non. Il y a juste un problème. Cette limite supérieure était de 2 puissance 100 milliards, n mouvements. À ce jour, la limite supérieure a été considérablement réduite à seulement 236 n à la puissance 11. Bien que cette valeur soit plus petite qu'auparavant, il reste irréalisable de vérifier toutes les séquences possibles de mouvements de Reidemeister jusqu'à cette limite. Pour un nœud à un seul croisement, ce nombre est plus grand que le nombre d'étoiles dans l'univers observable. En 2011, les mathématiciens ont résolu le problème d'équivalence des nœuds en trouvant une limite supérieure au nombre de mouvements de Reidemeister nécessaires pour relier 2 nœuds ou liens quelconques. C'est la limite supérieure. Élever d'abord 2 au carré, puis élever ce résultat au carré à nouveau. Cette opération s'appelle la tétration et elle croît rapidement. Maintenant, continuez à le faire jusqu'à ce que vous ayez élevé 2 à lui-même, 10 à la puissance d'1 million 9 fois. Couronnez-le avec n à nouveau. C'est le plus grand nombre jamais montré dans une de nos vidéos. Mais le simple fait d'avoir une solution est remarquable, étant donné que Turing pensait que le problème était potentiellement indécidable seulement 60 ans plus tôt. Si c'est si difficile de distinguer 2 nœuds, comment avons-nous réussi à répertorier 350 millions de nœuds différents? Eh bien, il y a certaines propriétés d'un nœud qui ne changent jamais, peu importe à quel point vous le tordez ou l'emmêlez. Ceux-ci sont appelés invariants, et ces invariants seront différents pour certains nœuds par rapport à d'autres. Ils servent donc de marque distinctive pour un nœud spécifique. Ils ne sont pas parfaitement discriminants. Je veux dire que certains nœuds partageront des invariants, mais si 2 nœuds ont des invariants différents, alors vous savez avec certitude qu'ils sont différents. Le nombre de croisements est un invariant en soi. 2 nœuds avec un nombre de croisements différents ne peuvent pas être identiques. Mais le nombre de croisements est étonnamment difficile à calculer. Vous pouvez ajouter des croisements supplémentaires à n'importe quel nœud ou simplement ajouter de nombreuses torsions. Les différentes variations du même nœud sont connues sous le nom de différentes projections de ce nœud. Le nombre mesure le nombre minimum de croisements qu'un nœud peut avoir, mais cela ne fonctionne que pour la projection la plus simple d'un nœud, également connue sous le nom de sa forme réduite. Mais il est difficile de s'assurer qu'un nœud est entièrement réduit.
nous pouvons plutôt utiliser un autre invariant, vrai pour toutes les projections d'un nœud dès le début. Il donnera donc la même valeur à la fois pour un trèfle désordonné et pour un trèfle réduit. Ce premier invariant est la tricolorabilité, ou si un nœud peut être coloré avec 3 couleurs. Prenez un diagramme d'un nœud et coloriez chaque segment individuel. Ceux-ci sont simplement séparés par des croisements inférieurs où vous lèveriez votre stylo de la page. La tricolorabilité n'a que 2 règles. Premièrement, vous devez utiliser au moins 2 couleurs car vous pouvez colorier n'importe quel nœud avec une seule couleur et deuxièmement, au croisement, les 3 brins qui se croisent doivent soit être tous de la même couleur, soit tous de couleurs différentes. En gros, il n'y a pas 2 croisements colorés, il y a juste 2 catégories de cet invariant, soit un nœud est tricolore, soit il ne l'est pas. Les nœuds identiques doivent correspondre, donc si un nœud est tricolore et que l'autre ne l'est pas, alors vous savez qu'ils sont différents. Il est difficile de croire que la tricolorabilité est constante à travers toutes les projections possibles du même nœud, mais comme vous n'avez besoin que de mouvements de Reidemeister pour passer d'une projection à l'autre, nous devons simplement prouver qu'elle n'est pas affectée par les mouvements de Reidemeister. Le twist est facile, tout est déjà d'une seule couleur et ça reste ainsi. Avec le poke, l'intersection de 2 couleurs signifie que la boucle formée doit prendre la 3e couleur avec 3 couleurs à chaque intersection. Avec le slide, vous n'avez jamais à rompre la capacité tricolore car vous commencez avec 3 couleurs à 3 intersections, puis vous changez une intersection en une seule couleur. Ainsi, tout nœud restera tricolore, peu importe les mouvements de Reidemeister effectués. C'est le bon moment pour noter que nous n'avons jamais réellement prouvé que le trèfle et le nœud non noué étaient 2 nœuds différents, mais nous pouvons le faire maintenant avec la colorabilité tricolore. Le nœud non noué n'est pas tricolore, car vous ne pouvez pas utiliser au moins 2 couleurs pour le colorier, et le trèfle est facilement tricolore. Coloriez simplement chaque segment d'une couleur différente. Tous les croisements ont 3 couleurs, donc il est tricolore. Maintenant, nous savons que chaque projection possible du trèfle est tricolore, tandis que chaque projection possible du nœud non noué ne l'est pas. Donc ces 2 nœuds doivent être des nœuds différents. Cet invariant n'est pas très spécifique, il ne vous donne que 2 catégories parmi tous les nœuds. En fait, le nœud suivant après le trèfle, le nœud en 8, n'est pas tricolore. Il y a toujours un croisement de 2 couleurs. Alors, comment prouvons-nous que cela est différent du nœud trivial, qui n'est également pas tricolore? La colorabilité se développe en un invariant beaucoup plus puissant appelé p-colorabilité, où p peut être n'importe quel nombre premier à part 2. Au lieu d'utiliser des couleurs, nous allons numéroter chaque brin avec des entiers entre 0 et p-1. La p-colorabilité a 2 règles. Utilisez au minimum 2 numéros distincts. Deuxièmement, au croisement, les 2 brins inférieurs ajoutés ensemble et divisés par p doivent donner le même reste que 2 fois le brin supérieur divisé par p. La tricolorabilité n'était qu'une version simple de cela. Si nous passons de 3 à 5 colorations pour le nœud en 8, nous pouvons numéroter les brins 0, 1, et alors ce brin doit donner un reste de 0, donc 4, et ce brin doit donner un reste de 2, donc 3. Ce nœud est de 5 couleurs, donc ce n'est pas le nœud non noué. La p-colorabilité est un outil puissant. Le nœud non noué est totalement incolorable, donc tout nœud avec une quelconque colorabilité ne peut pas être le nœud non noué. La p-colorabilité ne couvre toujours pas tout. Certains des invariants les plus puissants actuellement, ceux qui peuvent distinguer les nœuds les plus uniques, sont des polynômes. Le polynôme d'Alexander a été le premier découvert en 1923, avant même les mouvements de Reidemeister. Comme la p-colorabilité, il ne repose que sur 2 règles. La première est que le polynôme d'Alexander du nœud trivial est égal à 1. La seconde est que vous pouvez zoomer sur n'importe quel croisement d'un nœud et le varier dans 3 positions possibles, en avant, en arrière et séparé. Le polynôme d'Alexander donne une relation entre les 3 nœuds résultants. Faisons un exemple. Quel est le polynôme d'Alexander pour le déliage? Eh bien, si nous zoomons sur ce croisement séparé et que nous le modifions, nous voyons que les 2 autres nœuds formés sont tous 2 le nœud trivial. Nous pouvons donc insérer 1 pour les 2 et nous obtenons que le polynôme d'Alexander pour le déliage doit être 0. Ensuite,
Nous pouvons faire de même pour l'entrelacs de Hopf, en prenant ce croisement comme le croisement avant, puis en voyant que le croisement arrière nous donne le déliage et que le croisement séparé est le nœud trivial. Donc le polynôme d'Alexander pour l'entrelacs de Hopf est moins t puissance 1 demi plus t puissance moins 1 demi. Et maintenant, nous pouvons faire le trèfle. Lorsque nous varions ce croisement, nous obtenons que le croisement arrière nous donne le nœud trivial et que le croisement séparé donne l'entrelac de Hopf. Donc le polynôme d'Alexander est t-1 plus t à la puissance moins 1. Le polynôme est conçu de manière à ce que nous obtenions des résultats séparés pour autant de nœuds et de liens que possible. Et c'est récursif. Nous pouvons calculer le polynôme indéfiniment pour des nœuds de plus en plus grands. Le polynôme d'Alexander est resté inchangé pendant plus de 60 ans en tant qu'invariant de nœud de choix. Mais en 1984, il a été bouleversé par une découverte improbable. Le mathématicien Vaughan Jones travaillait sur un type d'algèbre pour la mécanique statistique, un concept en physique, lorsqu'il a réalisé que son travail ressemblait à une série d'équations en théorie des nœuds. Il s'est rendu à New York pour consulter la théoricienne des nœuds Joan Bierman à l'Université Columbia, qui a aidé à affiner ses équations en un invariant de nœuds. Ils se sont rencontrés à nouveau une semaine plus tard et l'ont testé contre des diagrammes de nœuds du classeur de Bierman, réalisant rapidement que Jones avait découvert un nouvel invariant polynomial. Il a résumé tout leur travail dans une lettre de 15 pages. Le polynôme de Jones est comme l'Alexander, mais avec l'équation plus spécifique pour la deuxième règle qui lui permet de distinguer beaucoup plus de nœuds. Pour cette découverte, Jones a remporté la médaille Fields en 1990. Le premier nouvel invariant polynomial a suscité un engouement dans la théorie des nœuds. Juste quelques mois après le résultat de Jones, 6 mathématiciens ont chacun indépendamment trouvé une version améliorée de son polynôme avec 2 variables au lieu d'une. Les éditeurs de la American Mathematical Society ont publié tous leurs articles ensemble, le nommant le polynôme Humfly. 2 mathématiciens polonais ont manqué la nouvelle et l'ont redécouverte quelques mois plus tard, après quoi elle est devenue le polynôme Humfly-PT. Aucun de ces invariants ne fonctionne seul. Tout comme si vous cherchiez une personne, vous commenceriez par vérifier un prénom, puis un nom de famille, puis une date de naissance, et ainsi de suite, jusqu'à réduire votre recherche à une seule personne. De même, les nœuds ont des dizaines d'invariants qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, les identifient de manière unique. Avec des invariants pour prouver que les nœuds sont différents et des mouvements de Rademacher pour prouver que les nœuds sont identiques, vous pouvez agir sous 2 angles pour réaliser la tâche gargantuesque qui consiste à distinguer chaque nœud. Mais cette méthode n'est pas parfaite. Ces 2 nœuds étaient listés l'un à côté de l'autre dans les tables de nœuds de Tate pendant plus de 75 ans. Ils étaient les mêmes selon tous les comptes invariants. Donc, Tate et Little ont probablement essayé les mouvements de Rademacher pour voir s'ils pouvaient transformer l'un en l'autre. Et une fois qu'ils ont échoué, ils les ont listés comme 2 nœuds distincts. Kenneth Perko, un avocat qui avait étudié la théorie des nœuds, il les a repérés en 1973 en parcourant la table des nœuds à 10 croisements de Little. Soupçonneux de leur similitude, il a sorti un bloc-notes jaune pour esquisser quelques mouvements de Rademacher, et il a rapidement trouvé un moyen de relier les 2 nœuds. Ces 2 projections, maintenant connues sous le nom de paire Perko, sont le même nœud. Ainsi, les tables de nœuds de Tate, Kirkman et Little ont reçu leur seule correction, et au lieu de 166 nœuds à 10 croisements, il y en a 165. Il a fallu des décennies de travail pour répertorier tous les 249 nœuds primaires, jusqu'à 10 croisements. Personne n'a osé s'attaquer aux 11 croisements jusqu'à John Conway. Il a trouvé les 552 et a prétendu l'avoir fait en une seule après-midi. C'était la dernière tabulation manuelle. Dans les années 80, Dowker et Thistlethwaite ont créé un algorithme pour compter tous les nœuds à 12 et 13 croisements. Thistlethwaite a ensuite uni ses forces avec Ost et Weeks pour tabuler tous les nœuds à 14, 15 et 16 croisements dans un article intitulé « Les premiers 1 701 936 nœuds ». La méthode qu'ils ont utilisée est toujours celle utilisée aujourd'hui, employant un ordinateur pour lister tous les nœuds possibles, puis utilisant des invariants pour éliminer les doublons. Divisés en 2 équipes, ils ont vérifié leurs résultats, s'alignant parfaitement sur tous les nœuds sauf 4 du premier coup. En 2020, le mathématicien Ben Burton a tabulé tous les nœuds de 17, 18 et 19 croisements
portant le nombre total de nœuds premiers connus à 352 152 252. Son projet était si intensif en calcul, plusieurs centaines d'ordinateurs ont dû fonctionner pendant des mois avant d'obtenir le nombre final. La partie la plus difficile de la tabulation des nœuds est de compter tous les nœuds, puis d'éliminer soigneusement les doublons. Mais si vous voulez simplement générer un grand nombre de nœuds distincts, vous pouvez créer des nœuds alternatifs avec des croisements qui passent au-dessus et en dessous. Ce calcul est plus simple, malgré l'exclusion de la majorité des nœuds. Et en 2007, cette méthode a été utilisée pour trouver des nœuds alternatifs jusqu'à un absurde 24 croisements. Donc au total, nous connaissons 159 965 97 353 nœuds. Bien sûr, il nous en manque beaucoup entre les deux. La théorie des nœuds est restée purement mathématique. Tous les algorithmes, invariants et tabulations étaient des connaissances pour le plaisir de connaître. Mais en 1989, le chimiste Jean-Pierre Sauvage a noué des molécules autour d'ions de cuivre pour former la première molécule nouée synthétique jamais créée. Ce nœud en trèfle empêchait les atomes de se dérouler, les piégeant dans des états d'énergie supérieure pour donner à la molécule de nouvelles propriétés. N'importe quel type de nœud fait dans une molécule changera ses propriétés. Nous connaissons plus de 159 milliards de nœuds. Donc, si vous pouvez nouer une molécule dans chacun de ces nœuds, cela fait 159 milliards de nouveaux matériaux uniques créés à partir d'une seule molécule. Cependant, depuis le trèfle, les chimistes n'ont réussi à nouer que 5 autres nœuds moléculaires. C'est une tâche difficile car ils ne peuvent pas simplement pousser les ions individuels à leur place. Les molécules doivent être construites pour s'assembler elles-mêmes en nœuds. La théorie des nœuds aide à identifier quels nœuds correspondent au modèle moléculaire disponible, les nœuds symétriques sont plus faciles pour l'un, et comment les agencer pour assembler le nœud. Le nœud le plus complexe jamais créé est le nœud 819, avec 192 atomes liés autour d'un ion de chlorure central. Cette molécule détient le record Guinness du monde du nœud le plus serré au monde, défini comme le plus grand nombre de croisements par unité de longueur. Dans ce cas, 8 croisements en 20 nanomètres. Comme il est noué autour d'un ion de chlorure, une fois l'ion retiré, cette molécule est l'un des plus puissants liants de chlorure qui existent. Mais le domaine est encore nouveau pour des applications spécifiques. Les chimistes se concentrent simplement sur la création de nœuds moléculaires avant de penser au développement de matériaux, mais ils espèrent construire des choses comme des tissus durables plus forts que le Kevlar. La théorie des nœuds est également essentielle à des processus biologiques qui ont sauvé des millions de vies. L'acide désoxyribonucléique bactérien est composé d'une seule boucle d'hélice double. Cette configuration signifie qu'elle forme toujours un lien noué lorsqu'elle se réplique. Les bactéries ne peuvent pas se séparer en 2 cellules avec leur acide désoxyribonucléique emmêlé de cette façon, donc elles ont une enzyme appelée topoisomérase de type 2 qui coupe et reconnecte l'acide désoxyribonucléique. Cela transforme leur acide désoxyribonucléique lié en un acide désoxyribonucléique non lié, afin qu'il puisse se répliquer proprement. Si vous inhibez la topoisomérase de type 2, les bactéries ne peuvent pas se répliquer correctement et du coup, elles meurent. C'est ainsi que fonctionnent certains des antibiotiques les plus courants au monde, appelés quinolones. L'acide désoxyribonucléique, bien que non circulaire, est assez long pour s'en mêler. Chaque cellule de votre corps contient 2,2 mètres d'acide désoxyribonucléique. C'est l'équivalent de 200 km de ligne de pêche dans un ballon de basket. Lorsque ce désordre s'enchevêtre inévitablement, les topoisomérases humaines de type 2 viennent effectuer des changements de croisement. L'enzyme humaine est assez différente de celle bactérienne pour ne pas être affectée par les antibiotiques. Mais les topoisomérases humaines sont parfois intentionnellement inhibées. Cela arrête la réplication et tue les cellules, principalement les cellules cancéreuses, qui se divisent rapidement. C'est donc une forme très courante de chimiothérapie. Les biologistes avaient besoin de la théorie des nœuds pour comprendre d'abord le mécanisme de la topoisomérase de type 2. Une fois qu'ils ont observé qu'il diminuait le nombre de croisements de nœuds dans l'acide désoxyribonucléique, 2 à la fois, ils ont réalisé qu'ils devaient couper et rejoindre des doubles brins entiers d'acide désoxyribonucléique
Il existe de nombreuses autres topoisomérases peu connues qui agissent sur l'acide désoxyribonucléique. La théorie des nœuds est utilisée pour analyser les nœuds qu'ils nouent ou dénouent et comment ils fonctionnent en conséquence. L'acide désoxyribonucléique n'est pas le seul à faire des nœuds. 1% de toutes les protéines ont divers nœuds dans leur structure fondamentale. S'ils sont mal noués, ils dysfonctionnent. Donc, être capable de distinguer précisément les nœuds aide à comprendre les mécanismes de ces protéines ainsi que comment les réparer ou les utiliser potentiellement. En ce qui concerne vos lacets, les deux méthodes courantes pour faire le nœud sont composées de deux trèfles l'un sur l'autre. Je vais attacher une corde autour de ma jambe pour rendre cela plus facile à voir. Lorsque vous parcourez la boucle dans le sens anti-horaire, eh bien, vous formez deux trèfles identiques l'un sur l'autre. On appelle aussi cela le nœud de grand-mère. Mais quand vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la boucle, alors vous obtenez des trèfles en miroir l'un sur l'autre. Cela est également connu sous le nom de nœud carré. Et il ne se dessert pas si facilement, donc nous devrions tous nouer nos lacets de cette façon, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la boucle. La plupart d'entre nous ne le font pas. Je veux dire, je ne le fais pas habituellement, je le fais comme ça. Un simple demi-nœud est juste le trèfle. Le nœud de chaise, le nœud le plus courant pour la navigation ou simplement pour tenir des choses ensemble comme le nœud 6-2. Et tout nœud noué sans utiliser les extrémités, également connu sous le nom de in the bight, c'est juste un nœud trivial. Donc un nœud coulissant est un exemple de nœud trivial. En 2007, les chercheurs Dorian Raymer et Douglas Smith ont mené 3415 essais en faisant tourner des cordes dans des boîtes pour étudier comment les nœuds se forment dans le monde réel. Ils ont fini par créer 120 types différents de nœuds, certains aussi compliqués que 11 croisements. Ils ont découvert que plus le temps d'agitation était long et la corde longue, plus la probabilité de faire des nœuds était élevée. Cependant, cette probabilité diminuait avec une corde placée dans une boîte plus petite, limitant son mouvement. Donc, si vous voulez éviter que quelque chose comme des écouteurs ne se noue dans votre poche ou vous ne pouvez pas ajuster la longueur de la corde ou le temps d'agitation, alors votre meilleur pari est de les mettre dans un espace aussi petit que possible. Raymer et Smith ont aussi suggéré un modèle pour la création de nœuds dans la réalité. Une série de boucles se forme d'abord lorsqu'une corde est placée dans un contenant. Ensuite, lorsqu'elle est agitée, une extrémité libre de la corde se tisse de haut en bas à travers les boucles, se tressant entre elles pour former des nœuds. Et voyons voir. Un nœud. Donc, enrouler vos fils vous prépare en fait à l'échec, parce que vous formez un tas de boucles pour qu'une extrémité libre se tresse parfaitement en un nœud. Donc, à la place, ce que vous voulez faire, c'est restreindre son mouvement, que ce soit en utilisant une petite boîte ou en augmentant la rigidité de la corde. L'acide désoxyribonucléique augmente sa rigidité par super-enroulement et vous pouvez faire de même avec vos fils. Je le double simplement comme ça, puis je le tourne au milieu et cela va rigidifier la longueur du fil. Naturellement, cela va vouloir s'enrouler sur lui-même et ressembler à un grand gâchis emmêlé. Mais tout ce que vous avez à faire est de prendre les extrémités opposées des écouteurs et de les séparer et il n'y a pas d'emmêlement, pas de nœud. Leur étude a remporté un prix Ig Nobel. Elle a été citée dans des études sur les nœuds dans les cathéters chirurgicaux et même liée à un brevet Apple pour des écouteurs plus rigides. La théorie des nœuds a commencé comme une théorie ratée du tout. Au siècle suivant, c'est devenu un domaine mathématique autonome, propulsé par la seule curiosité intellectuelle. Mais ces dernières années, elle a retrouvé son potentiel d'origine. Aujourd'hui, la théorie des nœuds est une théorie du tout, des enchevêtrements d'écouteurs aux sciences des matériaux en passant par la chimiothérapie. En 1889, Kelvin a donné un discours présidentiel à l'Institution britannique des ingénieurs électriciens sur sa théorie atomique des nœuds, qui s'est avérée erronée.
Je crains de devoir terminer en disant que les difficultés sont si grandes pour élaborer une théorie complète que nous ne pouvons même pas imaginer un doigt pointé vers une voie qui nous conduirait à l'explication. Mais d'ici l'année prochaine, d'ici 10 ans, d'ici 100 ans, je ne doute pas que ces choses qui nous semblent aujourd'hui si mystérieuses ne seront plus des mystères du tout, que les écailles tomberont de nos yeux, que nous apprendrons à voir les choses d'une manière différente, lorsque ce qui est aujourd'hui une difficulté deviendra la seule manière sensée et intelligible d'aborder le sujet.